J'ai une petite introduction et ensuite je vous donnerai le programme avec les différents cas d'usage qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui. Mais tout d'abord, en guise d'introduction, la première chose, c'est un constat qui devient le plus évident pour tous ceux d'entre vous probablement qui travaillent dans cette branche de la géoinformation, c'est qu'on a accès, et ça de manière de plus en plus facile, à une diversité très riche de données du territoire qui sont d'une qualité de plus en plus grande et aussi surtout une fréquence d'acquisition qui s'accélère. Donc, si on regarde rapidement les trois grosses sources de données qu'on a à disposition, on a typiquement ce qui existe depuis maintenant bien longtemps, c'est les données du cadastre, avec au travers de la mensuration officielle, qui permet d'avoir des données très précises sur le terrain, mesurées par les bureaux de géomètres avec des théodolites. Donc ça, c'est une source d'information extrêmement intéressante et qui est mise à jour de manière assez régulière, mais quand même sur une période, les mises à jour périodiques, on parle entre 6 et 10 ans pour les faire. Donc on voit qu'on a une précision très élevée, par contre des mises à jour qui prennent du temps, puisqu'évidemment il faut aller sur le terrain. Donc ça, c'est une première source de données. On a aussi de plus en plus les données aériennes. Et puis là, on a commencé par avoir les données, les orthophotos, qui, elles, sont disponibles maintenant sur toute la Suisse avec une fréquence de 6 ans. Et puis, certains cantons, dont Genève, par exemple, effectuent également des vols à 2-3 ans. On voit qu'on a aussi une richesse là qui vient des données aériennes, des vols en avion. Et puis, depuis quelques années maintenant, on a aussi des données LIDAR qui sont effectuées par vol aérien également. Et le canton de Genève et le SITG, en l'occurrence, c'était précurseur, puisqu'on a déjà des données LIDAR qui remontent à 2005. Et là aussi, on a une fréquence assez régulière de remontée de ces données LIDAR. Et puis, côté Suisse Topo, on a un projet qui devrait se terminer en 2022, dans lequel on aura les données LIDAR aussi homogénéisées pour toute la Suisse. Donc ça, c'est une autre source. Aussi, quand on parle de données aériennes, on a évidemment les drones qui jouent un rôle de plus en plus prédominant là-dessus. Après, pour des zones plus restreintes, je pense que l'avion reste le plus intéressant pour pouvoir capter toute la Suisse. Et voilà, quand on veut aller regarder ce qui se passe sur des zones spécifiques, on a de plus en plus des vols de drones, à la fois avec des orthophotos, mais on commence à voir des drones équipés aussi avec du LIDAR pour faire des remontées LIDAR par drone. Et puis, le troisième point, et puis on en parlera beaucoup aujourd'hui parce que le Swiss Data Cube se focalise sur ces données-là, c'est les données satellitaires qui, elles aussi, sont de plus en plus riches. Et puis, actuellement, quand on parle de fréquence, donc on voit que les données, les vols aériens, par exemple, les orthophotos sur toute la Suisse, on parle d'une fréquence de tous les 6 ans, d'avoir un rafraîchissement de ces informations. En termes de données satellitaires, on a une image de la Suisse tous les 5 jours. Donc c'est un chiffre assez intéressant et très impressionnant, puisque ça veut dire qu'on va pouvoir observer ce qui se passe sur notre territoire toutes les 5 jours. Donc voilà, on va voir ce qu'on peut faire avec ça, mais voilà, c'était pour mettre un peu l'introduction en disant, voilà, on a toutes ces données, et puis c'est pour cette raison-là finalement que le Swiss Territorial Data Lab existe, c'est-à-dire qu'on a décidé avec un certain nombre de partenaires de faire l'innovation collective, c'est-à-dire, voilà, on a toutes ces données à disposition, on a l'émergence de ce qu'on appelle la data science, certains aiment bien l'appeler intelligence artificielle ou deep learning, machine learning, qu'on peut mettre tout ça dans un pot qu'on a appelé nous data science, c'est de se dire, voilà, avec un certain nombre de partenaires, on va se mettre ensemble pour essayer d'explorer et de voir ce qu'on peut faire avec toutes ces données, sachant que justement, on a une fréquence de plus en plus élevée, donc ça ouvre la porte à beaucoup d'applications. Et puis, l'objectif aussi clair du STDL consiste à résoudre des problématiques concrètes des administrations publiques. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'aller voir des services, par exemple, le service du cadastre en est un, mais on va aussi discuter avec les gens du service de l'énergie, ce qui viendra un peu plus tard avec les panneaux solaires, pour aller voir quelles problématiques ils ont et comment on peut essayer de les résoudre à l'aide de la science des données. Donc voilà pour la mission en elle-même du STDL dans lequel on souhaite aujourd'hui vous présenter des cas concrets depuis notre lancement. Donc le STDL existe depuis septembre, début septembre, et puis on va vous montrer les premiers cas d'usage qu'on a effectués depuis lors. Un mot, oula,
Que se passe-t-il? Voilà. Un mot sur les partenaires du STDL. Donc, comme je le disais, on est dans un mode co-création, c'est-à-dire qu'on travaille à plusieurs pour résoudre ces problématiques qu'on sélectionne. Et le STDL consiste à avoir trois cantons partenaires. On a le canton de Genève, on a le canton de Neuchâtel ainsi que le canton de Turgovie qui sont impliqués. Niveau fédéral, on a l'Office fédéral de la statistique aussi qui est partie prenante, et puis également Suisse Topo. Et puis on s'appuie ensuite sur les compétences de deux autres écoles, la Fachhochschule de Muttens et puis l'Université de Genève. Et donc ces deux écoles finalement mettent à disposition les ressources principales du STDL qui consistent en deux data scientists dédiés à cette initiative et qui sont complémentés par des ressources additionnelles qui viennent des partenaires, en l'occurrence Alessandro qui parlera plus tard et qui lui travaille dans le STDL et fait partie intégrante de l'équipe en étant à l'État de Genève. Et puis on a Uriel aussi qui présentera ensuite et qui lui est employé chez Suisse Topo. Donc voilà, on a une équipe de 4 data scientists avec Niels qui sera aussi qui présentera par la suite et qui est sous contrat de l'Université de Genève. Et on a une personne aussi qui ne présentera pas aujourd'hui, mais qui suit attentivement ce colloque et puis qui pourra aussi d'ailleurs répondre aux questions si besoin, qui est Adrien Mayer de la Fachhochschule de Muttens. Donc voilà pour le STDL. Oula, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, donc aussi en introduction, il y a le Swiss Data Cube avec qui on collabore, qui lui est une initiative qui se focalise sur donner l'accès aux données satellitaires. Et ce qui est très intéressant, il y avait ce fameux chiffre que je vous ai cité avant du fait qu'on peut avoir une image de toute la Suisse toutes les 5 ans. Mais ce qui est aussi extrêmement intéressant, c'est qu'on peut aussi remonter dans le temps, et vous le verrez aussi d'ailleurs dans la suite avec notre plateforme 4D qu'on vous présentera. C'est cette possibilité de comprendre ce qui se passe en revenant dans le temps. Et les données satellitaires du Swiss Data Cube sont à disposition depuis 1984. Évidemment, la résolution s'améliore et évolue dans le temps. Par contre, on peut déjà compter sur le fait d'accéder à plus de 20 ans, 30 ans même de données sur les satellites. Avec, en l'occurrence, deux types de satellites, Landsat et Sentinel 1 et 2, qui sont la principale source. Et puis, donc, la mission du Swiss Data Cube ou l'existence de Swiss Data Cube, pour lequel Grégory, qui travaille à l'Université de Genève, reviendra dessus, est principalement de faciliter l'accès à l'utilisation de ces données. Le Swiss Data Cube aussi permet de retravailler ces données pour qu'elles soient directement utilisables par les entités publiques ou par l'académique qui souhaitent les utiliser. Il y a aussi une suite d'algorithmes et d'outils qui sont mis à disposition open source. Et puis là aussi, et c'est la raison finalement commune qui nous a mis ensemble, c'est cet esprit de co-création, de communauté, puisque le Swiss Data Cube fait partie d'une initiative plus large qui s'appelle l'Open Data Cube, qui est une initiative mondiale initialement lancée en Australie. Et donc il y a de nombreux pays qui ont lancé leur propre Data Cube pour justement démocratiser et ouvrir l'accès à toutes ces données satellitaires. Voilà, donc du coup, c'était pour vous donner un peu une introduction sur ce que sont ces deux initiatives. Puis maintenant, ce qu'on souhaitait surtout faire aujourd'hui, c'est présenter les cas d'usage concrets et les problématiques des entités publiques et aussi de l'évolution au sens large du territoire qui sont adressés actuellement par nos deux initiatives. En premier lieu, on va vous parler d'un projet qui consistait à détecter automatiquement la période de construction des bâtiments. Projet extrêmement important, notamment pour nos partenaires comme l'OFS, qui maintiennent à jour un registre officiel des bâtiments et des logements, le fameux REGBL. Et donc ça, on aura la chance d'avoir Niels et Uriel qui prendront la parole dans quelques secondes ou minutes pour vous en parler. Ensuite, on aura Grégory de l'Université de Genève et responsable du Swiss Data Cube qui, lui, vous parlera de comment on peut justement, grâce aux données satellitaires, observer l'évolution de la couverture du sol. Le troisième point de l'agenda, ça sera lié au panneau thermique. Donc, Alessandro, un des data scientists de l'équipe et également membre travaillant au canton de Genève, va vous présenter nos travaux en lien avec la détection automatique des panneaux thermiques qui sert là encore à
voir comment évolue l'introduction des énergies renouvelables. En quatrième lieu, on aura aussi un use case très intéressant à vous présenter, effectué par Grégory et Swiss Data Cube sur le monitoring de la sécheresse et son impact sur la végétation. Et puis, on conclura en vous montrant finalement le socle de base du STDL qui consiste à développer une plateforme 4D, donc la troisième dimension plus le temps, et qui, lui, est un outil open source qu'on fournira aussi à la communauté sur toute la durée du projet du STDL qui a une durée de 5 ans, donc jusqu'en milieu 2025, et puis aussi peut-être pour préciser, qui est financé par l'INDG, qui est un fonds pour l'infrastructure nationale des données géographiques. À travers cet exemple, on aimerait essayer de vous montrer très concrètement comment on part d'une problématique qui est posée par des acteurs du territoire et comment la donnée géographique peut être utilisée et valorisée pour répondre à une question très concrète qui est posée justement par ces différents partenaires du STDL et les acteurs du territoire en général. Donc, pour vous donner un tout petit peu le... Non, je remonte. Pour vous donner un tout petit peu le contexte de ce projet exploratoire, donc effectivement, comme Raphaël vous l'a expliqué, on se place ici dans le cadre du registre fédéral des bâtiments et des logements, donc qui est un registre qui est aux mains de l'Office fédéral de la statistique à Neuchâtel et qui est un registre qui inventorie l'ensemble des bâtiments qui sont construits sur le territoire suisse, et l'Office fédéral de la statistique est garant de la qualité de ces données, mais aussi de la mise à jour continue de ces données. Et pour être plus spécifique, en fait, notre projet exploratoire s'est inscrit dans ce qu'ils appellent l'extension du registre fédéral des bâtiments, qui est donc actuellement conduit par l'OFS. Et cette extension vise à ne plus se focaliser sur certains types de bâtiments, mais d'essayer d'inclure dans ce registre l'ensemble des bâtiments construits sur le territoire suisse. Et bien évidemment, c'est un travail qui est assez compliqué parce qu'il faut aller chercher l'information dans différents registres administratifs tout autour de la Suisse, et qui est donc un travail fastidieux et pénible. Et surtout, ils nous ont demandé de nous focaliser donc sur les dates de construction des bâtiments parce que c'est une donnée qui est importante et c'est une donnée qui est souvent manquante dans le registre. Et vu que d'obtenir cette information est un processus long et compliqué, où l'OFS est tributaire de la qualité des données des différentes régions en Suisse, ils nous ont demandé d'investiguer dans quelle mesure il pourrait être possible d'obtenir un processus automatique capable d'aller chercher cette information de la date de construction des bâtiments d'une façon plus efficace et ainsi simplifier cette procédure d'extension du RECBL. Et pour ce faire, dans ce projet exploratoire, nous avons suivi deux approches de recherche complémentaires que nous allons vous présenter ici. Donc la première... Ouais, il y a un petit bug, je ne sais pas pourquoi. Remonter, redescendre. Merci. La première de ces approches donc, suit l'idée initiale de l'Office fédéral de la statistique, qui est d'essayer d'utiliser des cartes nationales. Donc, comme vous le savez certainement, en Suisse, on a la chance d'avoir des cartes nationales d'une extrême qualité, et ce depuis très longtemps. Et l'idée initiale était de se demander dans quelle mesure il serait possible de repérer les bâtiments sur ces cartes et de suivre le cycle de vie de ces bâtiments afin de pouvoir essayer de déterminer à quel moment ils apparaissent ou ils disparaissent des cartes en fonction de la direction du temps que l'on suit, et ce faisant, pouvoir accéder à ces dates de construction avec une couverture temporelle qui pourrait remonter jusqu'à environ aux années 50. Donc évidemment, la première question à laquelle il a fallu répondre dans ce projet de recherche, c'est quelle est la source de données qu'on allait utiliser. Et notre première idée a essayé de tirer le meilleur parti des données géographiques qui étaient à disposition. Donc pour chaque tranche temporelle, d'aller chercher la meilleure donnée possible. Et malheureusement, cette approche s'est avérée plus compliquée que prévu parce que les méthodologies avec lesquelles ces différents datasets sont construits sont un peu différents d'un jeu de données à l'autre, et lorsqu'on les met bout à bout d'un point de vue temporel, on a des chocs méthodologiques qui apparaissent et qui rendent les processus automatiques instables. Et c'est la raison pour laquelle on s'est stabilisé sur un jeu de données plus cohérent, que vous voyez ici illustré à l'écran. Donc, ils sont traditionnellement l'image que l'on se fait des cartes géographiques, des cartes nationales de Suisse Topo, qui sont ici pour les connaisseurs la variation comp des cartes nationales. Et ce, pour plusieurs raisons. La première étant que déjà, ces cartes sont très couvrantes d'un point de vue temporel. Elles vont des époques modernes jusqu'aux années 50, donc elles font partie des premières cartes qui ont été établies. Et d'autre part aussi, et de façon très importante, la méthodologie sous laquelle elles ont été établies est restée extrêmement stable au cours du temps, c'est-à-dire que les cartes modernes
ont été conduites et construites avec les mêmes méthodologies que les plus anciennes, et ça nous donne accès à un corpus de cartes qui est extrêmement stable et qui est du coup très à propos pour des processus automatiques. Donc l'idée a été simplement d'aller chercher toutes les versions temporelles de ces cartes, et en les accumulant, on a fait apparaître ce qu'on pourrait appeler le concept d'un raster à 3 dimensions, où aux 2 dimensions d'espace, on va rajouter une dimension temporelle, et c'est sur ce raster à 3 dimensions que nous avons travaillé pour aller essayer de chercher les dates de construction des bâtiments. Donc évidemment, nous n'avons pas travaillé directement sur les cartes elles-mêmes, ça aurait été un petit peu dangereux parce que les cartes sont souvent le résultat d'une numérisation et du coup, il y a un certain nombre d'artefacts qui peuvent entraîner des problèmes. Donc nous avons traité ces cartes au travers de grandes étapes qui sont ici résumées. Donc si vous partez de la gauche sur la carte originale telle qu'elle est fournie par Suisse Topo, la première étape que l'on a conduite, c'est d'extraire les noirs. C'est une opération assez simple et qui nous permet assez facilement d'éliminer un certain nombre d'éléments indésirables sur les cartes de notre point de vue pour pouvoir se focaliser de plus en plus sur les objets d'intérêt que sont les bâtiments. Malheureusement, cette étape laisse aussi beaucoup d'autres éléments qu'on aimerait voir disparaître pour ne conserver que les bâtiments. Et c'est pour cette raison que nous avons appliqué un opérateur morphologique qui nous a permis non seulement d'éliminer les structures fines qui apparaissent sur ces cartes, mais qui a aussi, de façon très importante, permis de séparer les différents bâtiments des 10 autres éléments de la carte et de les isoler en termes de leur emprise géographique. Cet opérateur, malheureusement, étant un peu agressif, il a une tendance à faire réduire l'empreinte géographique des bâtiments. On a ajouté une dernière étape qui a consisté à faire regrossir ces empreintes géographiques pour retrouver autant que possible l'emprise originale telle qu'elle apparaissait sur les cartes originales, sans pour autant faire réapparaître tous les éléments qu'on a réussi à éliminer des cartes. Et du coup, cette étape étant faite, la suite du processus a été relativement simple dans le sens où il suffisait de parcourir le registre des bâtiments et pour chaque bâtiment d'aller chercher la position indiquée dans le registre et de regarder sur les cartes si oui ou non un bâtiment se trouvait là et de faire cette opération sur toutes les variations temporelles de ces cartes, sur toutes les versions temporelles des cartes. Et à la fin de ce processus, pour chaque bâtiment, on a une sorte de frise temporelle qui va nous indiquer pour chaque carte, pour chaque époque représentée par ces cartes, si le bâtiment était présent ou non. Évidemment, pour un certain nombre de cas, de simplement avoir cette connaissance de présence ou d'absence du bâtiment peut suffire pour en déduire une date de construction qui est suffisamment fiable. Vous avez par exemple sur l'image du haut, qui est un zoom sur une position du RECBL du registre des bâtiments sur les différentes versions temporelles des cartes, et on peut voir que ici, dans ce cas-là, depuis 1964 jusqu'à 1982, on a une absence de bâtiment sous la position donnée, et de 1988 jusqu'à nos jours, on a un bâtiment qui apparaît sous cette position. Et dans cette situation-là, le simple fait de savoir s'il y a un bâtiment ou s'il n'y en a pas est suffisant pour en déduire une date de construction qui est tout à fait pertinente. Par contre, même si ces situations sont nombreuses, il y a des situations qui sont aussi beaucoup plus complexes et qui sont illustrées cette fois-ci par l'image que vous voyez en bas. Vous avez 4 situations différentes qui se succèdent dans le temps. Vous avez d'abord une absence de bâtiment pour la carte la plus ancienne, puis 3 bâtiments différents qui vont se succéder. Et dans ce cas-là, simplement détecter les présences et les absences de bâtiments ne va pas conduire au bon résultat parce qu'on déduirait ici que le bâtiment aurait été construit entre 64 et 1970, ce qui est faux manifestement, étant donné que le vrai bâtiment qui est encore répertorié dans le registre des bâtiments est bien évidemment le dernier, celui qui est apparu entre 1988 et 1994. Et c'est pourquoi nous avons ajouté un critère morphologique qui nous permet de casser ces chaînes de présence de bâtiments pour obtenir des résultats qui sont plus pertinents et avoir des dates de construction qui sont plus fiables. Donc, armé de cette chaîne de traitement, la question la plus épineuse qui s'est posée dans ce projet de recherche, c'est comment valider les résultats, comment faire pour avoir une métrique qui soit fiable et qui puisse nous guider dans les bonnes directions. Et malheureusement, nous avons vérifié dans le registre des bâtiments, pour les bâtiments qui venaient déjà avec une date de construction renseignée, notamment en utilisant des cartes aériennes, des images aériennes anciennes, qui n'est pas fondamentalement fiable sur l'ensemble des bâtiments. Et nous avons aussi fait cette recherche sur les cartes géographiques et nous avons conclu que même si elles sont souvent très fiables, elles ne peuvent pas non plus être formellement considérées comme une vérité terrain, elles ne peuvent pas constituer une métrique formelle. Et du coup, il nous a fallu contourner ce problème et nous avons formulé une hypothèse qui nous a permis de résoudre ce problème, qui était de dire que si le registre des bâtiments pour un bâtiment donné nous donne une date de construction et que les cartes nous confirment qu'effectivement c'est bien cohérent par rapport à ce qu'elles représentent de la géographie, alors dans ces cas-là,
on peut faire confiance à la date qui est renseignée dans le registre des bâtiments et ainsi accéder à une métrique qui soit fiable. Donc, on a dû passer en revue plusieurs milliers de bâtiments manuellement et de visuellement vérifier que le registre et les cartes nationales soient cohérentes l'une avec l'autre pour ces bâtiments, pour avoir un corpus de bâtiments qui puisse nous servir de métrique formelle. Comme vous l'avez sur ce registre, où par exemple ici, le registre nous dit une date de construction en 1962, et effectivement, les cartes nationales font bien apparaître le bâtiment dans cet intervalle de temps. Donc, en concertation avec l'OFS, on a choisi 4 zones géographiques sur lesquelles nous avons testé cette pipeline d'extraction des dates de construction. Donc, vous avez d'abord Bâle et Berne qui ont été choisis parce que ce sont des grands centres urbains. Et Berne aussi donne une certaine vision sur des centres périurbains. Et Biasca et Chazalno ont été choisis parce qu'elles sont des régions plus rurales, voire montagnardes. Et c'était important de vérifier et d'essayer cette pipeline sur ces différentes situations pour être sûr que lorsque l'on passera à l'échelle sur l'ensemble du pays, la pipeline va avoir des performances qui sont stables sur ces différentes situations géographiques. Et donc, armé de ces 4 zones d'essai et de notre métrique de validation, nous avons réussi à montrer que sur ces zones d'essai, sur les zones urbaines, on est à 80% jusqu'à 85% de dates de construction qui sont correctement estimées à plus ou moins 5,5 ans. Et sur les zones rurales, on monte entre 90 et 95% de réussite à plus ou moins 6 ans. Et en pondérant tous ces résultats sur ces 4 zones géographiques, on arrive à extrapoler ce qui pourrait être le score général appliqué à toute la Suisse, qui serait de l'ordre de 85% des dates de construction qui seraient correctement estimées à environ plus ou moins 6 ans. Donc, ce qui est intéressant ici avec ce projet, et ce qui nous a beaucoup plu d'ailleurs, c'est que l'information qui était nécessaire pour l'Office fédéral de la statistique n'était en réalité pas trouvable dans les jeux de données eux-mêmes, mais c'est seulement par l'adjonction du temps et par la capacité de calculer ce qu'on pourrait appeler une dérivée temporelle des cartes géographiques qu'on a pu réussir à accéder à cette information et qui montre que l'importance du temps est tout à fait notable et que le temps n'est pas simplement un démultiplicateur des informations géographiques, mais qu'il donne aussi accès à des dérivés temporels dans lesquels une riche information, une information pertinente peut être trouvée. Et je passe maintenant la parole à Oudiel pour la deuxième approche de ce projet de recherche. Oui, bien sûr. Alors, comme Nils vient d'expliquer, la disponibilité de la carte nationale va juste les années 1950, comme ci, comme ça. Et nous avons voulu extrapoler ces résultats, ces prédictions pour les années avant la dernière carte nationale. Pour ça, pour cette raison, on a développé une déduction statistique qui est inspirée pour une fois dans un modèle urbain qui explique le développement d'une ville, mais aussi en interpolation des statistiques spatiales. L'idée, c'est en général c'est ça même, d'extrapoler les résultats de la première approche. Et le plus important, c'est un complément pour de la première approche. Ça ne va pas faire de prédictions après 1950. En général, ça va faire juste pour les années dernières, avant la dernière carte nationale. Juste pour que vous ayez une idée plus sympa sur les aspects théoriques de ce modèle statistique, la première inspiration, c'est ce modèle urbain de Borges. C'est un modèle, l'idée principale, originelle, c'est de séparer, faire une agrégation de la ville dans différents secteurs. Ça s'appelle les zones concentriques. On a pris ça pour penser le développement historique d'une ville. Et ce schéma de développement, c'est l'exact qu'on a en une ville comme Bâle, par exemple, et plus de villes qu'on a en Suisse. L'idée principale, c'est d'utiliser un algorithme. Tu peux retourner ça, merci. L'idée principale, c'est d'utiliser donc ce schéma de Borges, ce modèle de Borges, et avoir une agrégation spatiale comme un clustering pour avoir des résultats dans différents groupes. C'est très simple, mais le problème initial, c'est qu'il y a beaucoup de données manquantes. Donc, on a utilisé, première chose, la variance temporelle de la date de construction, exactement pour tous les bâtiments, pour calculer un rayon de recherche. Ça va juste marcher pour compléter ces données manquantes. Et l'idée, c'est très simple, parce que si la variance est très grande,
L'idée, c'est d'utiliser un rayon de recherche plus petit. Ici, la variance de la date de construction est plus petit, le rayon de recherche sera plus grand. Bien, merci. Enfin, quand les données manquantes sont complétées, on peut avoir un clustering qui va séparer, qui va agréger des données des bâtiments dans ces différents groupes. Et ça, c'est quand on a un modèle très proche de le modèle de Borges, et on a des prédictions pour tous les bâtiments dans cette lieu. Aussi, à nouveau, la validation a été un défi, spécialement parce que dans cette fois, on n'a pas les cartes pour faire la validation, mais les structures de la validation ont été vraiment les mêmes que pour les premières approches. On a développé notre propre set de validation, mais pour cette fois, on a utilisé des images aériennes comme la carte nationale ne sont pas été disponibles. Bon, enfin, c'est important de dire que pour les différents lieux qu'on a testés, on a eu des résultats un peu différents. Ça se passe parce que des différentes villes ont un schéma qui est plus proche ou moins proche de le modèle de Borges. Mais en général, on peut dire que pour 95% des bâtiments, on a une erreur entre moins 16 et plus 16. Et ça, c'est un bon résultat si on pense que pour cet lieu, pour cet espace de temps, on n'a pas beaucoup de données et la confiabilité de ces données, ce n'était pas très grand aussi. Plus s'il te plaît. Et au fond, juste pour conclure les deux approches, la première, on a utilisé une dérivation de le temps et on a obtenu plus proche des 85% de précision. Et ici, on pense aussi dans la division, la différence entre la carte disponible, que c'est proche des 6 années. Et au fond, on a aussi une approche statistique qui extrapole des résultats de cette première approche, qui on a obtenu plus ou moins 16 années de précision pour 95% de bâtiment. Au fond, on peut dire que le temps a été très important pour cette méthodologie. Dans un fois, on a utilisé la dérivation de le temps, et la dérivative de la dimension de temps. Et après, on a utilisé le temps comme l'objet d'une statistique spatiale. On a interpolé le temps avec une condition vraiment spatiale aussi. Ça va suivre deux étapes, hein. La première, une brève présentation du Swiss Data Cube et quelques exemples d'évolution de la couverture du sol, tel qu'on peut le voir avec cette imagerie satellitaire. Et ensuite, on parlera aussi d'un cas plus spécifique sur le suivi de la sécheresse de la végétation à l'échelle nationale. Mais si on prend voilà, une problématique nationale, hein, de nouveau, et en particulier gouvernementale, hein, et environnementale, chaque pays finalement a des engagements et des obligations en matière de reporting environnemental, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Et le besoin d'information, bien entendu, doit être synoptique, cohérent, spatialement explicite, pour rendre compte des impacts anthropiques au niveau du pays. Et les données issues de l'observation de la Terre par satellite peuvent fournir une base nécessaire pour déterminer les tendances, donc voir le passé, définir la situation actuelle et aussi informer le futur, si on pense à des aspects modélisation. Et si on regarde le plan directeur de la recherche de l'environnement, hein, du FEUN, l'Office fédéral de l'environnement, très clairement, dans un des articles, c'est mentionné que maintenant les données satellitaires peuvent être un outil de choix pour pouvoir aussi aider le gouvernement dans ce sens-là. Donc si on regarde le programme européen d'observation de la Terre qui s'appelle Copernicus, c'est le plus grand fournisseur de données satellitaires au monde actuellement. Il donne accès à peu près chaque jour à 250 téra de données aux utilisateurs et l'archive de données équivaut à peu près à 250 pétabytes de données stockées actuellement. Et là, vous avez sur cette image un peu la flotte actuelle des satellites opérés par l'Agence spatiale européenne. Et comme on l'a vu précédemment, Sentinel-2, qui est un seul de ces satellites européens,
acquiert une image d'une zone donnée sur la surface, de la Terre tous les 5 jours, ce qui fait qu'en une année, il acquiert un peu plus d'1,5 million d'images de la surface terrestre. Donc là, l'avantage d'utiliser des données satellitaires, c'est qu'on n'observe pas uniquement dans le visible, ce n'est pas uniquement des photos numériques, mais c'est des images numériques qui observent aussi dans d'autres domaines de longueur d'onde, en particulier dans l'infrarouge. Donc on a plusieurs, ce qu'on appelle bandes spectrales, qui nous permettent d'extraire de l'information, pas uniquement dans le domaine visible, mais aussi dans d'autres domaines. Alors voilà un exemple, par exemple, c'est des feux de forêt autour du Vésuve, et vous avez l'image en vraie couleur, donc on voit très bien qu'on ne voit pas la surface du volcan, mais si on tient compte d'une des bandes infrarouges, bah voilà, on n'a plus les nuages, mais on arrive à voir et identifier les zones en feu dans les forêts environnant le Vésuve. Aussi, le vrai changement qu'on connaît, c'est aussi cette temporalité, comme on l'a vu dans l'exemple précédent pour les bâtiments. Là aussi, avoir accès à une série temporelle d'observation d'une zone donnée par satellite, on peut vraiment faire le suivi, par exemple, les changements de passer d'une forêt à une zone de culture. C'est quelque chose qu'on peut facilement désormais identifier avec ces données satellitaires. Et le vrai changement, cette dimension temporelle, c'est que si on utilise plusieurs satellites à la fois, par exemple le satellite américain Landsat avec le satellite européen Sentinel-2, pour un pays comme la Suisse, en fait, on a une image du territoire suisse tous les 3 jours, ce qui fait vraiment nous permet d'envisager de faire un suivi en quasi temps réel de la surface de notre pays et de suivre efficacement ces changements. Donc le vrai challenge, c'est comment transformer ces données, ces larges volumes de données, en une information qui va être utile pour le décisionnaire et qui pourra prendre des décisions basées sur des évidences. Alors voilà, cette technologie de DataCube a été développée en Australie il y a un peu moins de 5 ans. Donc c'est une espèce de pile multidimensionnelle dans l'espace, dans le temps et dans les types de données. Et chaque pixel, en fait, va être aligné spatialement et on pourra le questionner et voir l'évolution de la valeur de ce pixel donné à travers le temps et à travers l'espace. Donc voilà, on peut faire le sampling de ce cube dans différentes dimensions. Si on prend la dernière dimension de temps, on a une image satellite standard. Si on agrège les données dans le temps, on a ce qu'on appelle une mosaïque. Mais si on regarde l'évolution d'un pixel, d'un groupe de pixels dans le temps, on a des séries temporelles sous forme de graphiques qui apparaissent. Donc le Swiss DataCube, on a 37 ans de données stockées sur l'entièreté du territoire suisse. On a toutes les données du programme américain et du programme européen Landsat. La valeur que j'aime bien donner, au-delà du nombre d'images qui sont stockées et la mise à jour est continuelle, un pixel, si c'est une observation du territoire, on a un peu plus de 1000 milliards d'observations de mon territoire qui sont stockées dans ce cube de données. Et aussi mentionner que ce projet, maintenant, on est 4 partenaires, donc le GRID Genève, l'Université de Genève, l'Université de Zurich et le WSL, donc l'Office des forêts, de la neige et du paysage à Birmensdorf. Donc, quelques exemples. Un exemple assez frappant des impacts des changements climatiques, c'est le glacier du Rhône en 1985. En 2018, vous voyez que le volume du glacier a diminué et qu'un lac a commencé à apparaître au front du glacier. Et son évolution, on voit que le glacier continue à fondre et que le lac continue à grandir. Un autre exemple, on a utilisé un peu plus de 20 ans de données Landsat pour estimer la fréquence d'observation de la neige sur l'entièreté du territoire suisse. Et on a codé cette fréquence pendant les mois d'hiver en bleu foncé, c'est la période pendant laquelle on a de la neige en permanence. Et à l'opposé, ce qui est codé en rouge, c'est des périodes où on n'a quasiment pas de neige, donc typique des zones de plaine et des fonds de vallée. Donc ça, c'est la situation pour la décade 95-2005. Et si on compare avec la décade suivante, on voit que la zone bleu foncé, donc la zone des neiges permanentes, a diminué de manière assez significative, et les zones de peu d'emménagement, finalement, se sont étendues, on sont remontées en altitude depuis le fond des vallées. Donc là aussi, c'est une des conséquences assez marquantes du changement climatique. Une autre observation qu'on peut faire, par exemple, vous vous souvenez peut-être qu'en 2003, pendant la vague de chaleur qu'on a eue, il y a eu de nombreux feux de forêt, et là, le bois de finge a été fortement impacté. Donc voilà, juste après l'incendie, on voit très bien la marque de la zone qui a été brûlée, et une situation maintenant, en 2020, où on voit que la végétation est en train de recoloniser cette zone qui a été brûlée.
On peut faire des choses encore plus pointues. Dans la région de Tech, hein, à proximité de Zermatt, maintenant les vagues répétées de chaleur qu'on a pendant les étés, les forêts sont en train de souffrir. Et ce qu'on a fait, c'est que dans cette petite zone, hein, dans ce petit carré, on a regardé la valeur d'un indice de végétation et on voit qu'en fait, la végétation est en train de mourir, les forêts sont en train de mourir, sont en train de brunir, hein, de manière très significative. Et on est en train de faire ça à l'échelle nationale pour faire un suivi aussi de l'évolution des forêts et de la mort des forêts. On peut faire un suivi d'urbanisation. Alors, la ville de Bulle en 85, telle qu'elle apparaissait par satellite, et en 2018, où on voit très bien l'expansion urbaine de cette zone. Donc, ça peut être un complément aussi d'information à ce qui a été présenté précédemment. Et un autre exemple un peu plus avancé, en lien avec les objectifs du développement durable, on a une grande collaboration avec l'Agence spatiale européenne et le Programme des Nations Unies pour l'environnement dans le cadre d'un projet européen qu'on gère sur, entre autres, la modélisation de la dégradation des terres, hein, qui met à risque plus de 3 milliards de personnes actuellement à travers le monde. Donc, on a développé plein de modèles, mais l'idée, c'est qu'on l'a appliqué à la Suisse. Hein, et si on regarde ces objectifs du développement durable, quand on parle d'indicateurs environnementaux, bah, souvent on a une valeur pour tout le pays. Et bien entendu, une valeur pour représenter le pays n'est pas suffisante pour les politiques publiques, pour représenter réellement ce qui se passe dans le territoire. Alors, ce qu'on a fait, on a développé des méthodes où maintenant, basées sur ces données satellitaires, on peut capturer la dynamique spatiale et la dynamique temporelle, donc répondre à des questions sur la quantification, la localisation aussi dans l'espace et dans le temps, et éventuellement aussi relier ça avec des acteurs qui influencent la dégradation des terres. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde la valeur qu'on a obtenue, qui est de 9,7% pour l'indicateur à l'échelle nationale, il est 2 fois plus haut que la valeur officielle reportée par la Suisse aux Nations Unies. Et en fait, on s'est rendu compte que la définition qu'utilise le gouvernement actuellement ne correspond pas à la définition officielle des Nations Unies pour la dégradation des terres. Elle ne considère en Suisse que l'imperméabilisation des sols et ne tient pas du tout compte de la perte de productivité des terres, par exemple. Donc voilà, ça montre un petit peu la sensibilité qu'on peut dégager aussi à partir de ces données. Alors, les applications potentielles, hein, du DataCube, elles sont immenses, hein, on en a listé quelques-unes ici, et c'est qu'une liste qui n'est pas du tout exhaustive. Mais une des choses qu'on est en train de faire avec nos collègues à l'université, c'est aussi on aimerait améliorer la carte de couverture du sol national. Alors là, on a un exemple juste pour Genève, mais c'est la carte de la statistique de la superficie. Hein. On la connaît toutes et tous bien à l'hectare. Voilà, c'est une donnée utile, voire très utile, mais qui, à notre sens, manque de caractérisation au niveau de précision au niveau spatial. On aimerait descendre plus bas en résolution et on aimerait idéalement fournir cette donnée toutes les années. Et les données satellitaires peuvent être utiles. Alors, on est en train d'explorer différentes techniques pour arriver à ce genre de choses où on serait à, en tout cas 20 mètres de résolution, voire plus bas, pour l'entièreté du territoire suisse. Donc voilà, c'est un exemple. C'est vraiment un work in progress, hein, comme on dit en anglais. Mais dans les semaines et les mois qui viennent, on va pouvoir terminer ce projet. Pour terminer cette présentation du Swiss Data Cube, hein, bien entendu, elle vise à supporter la stratégie digitale suisse, hein, elle peut supporter l'innovation, elle a une meilleure gestion des ressources, stimuler la recherche, fournir des mécanismes de suivi de l'environnement national plus effectifs, on va dire, et générer des produits d'information numérique utiles aux décisionnaires tant national que cantonal. Et vraiment, je pense que là, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que cette technologie permet d'améliorer la responsabilité, la crédibilité scientifique, car voilà, faire de la science sans confiance et sans savoir partager peut être difficile. Prendre des bonnes décisions pour les décisionnaires, ça peut être problématique. Et envisager un développement durable peut être réellement compliqué. Hein, j'ai juste mis de manière provocative les propos de Bolsonaro au Brésil qui dit que les données satellitaires peuvent mentir sur la déforestation au Brésil. Donc, je vous laisse seul juge de ce propos. Et si vous êtes intéressé, bah voilà, vous pouvez nous suivre sur notre site web. Bien entendu, tous les développements qu'on fait sont entièrement ouverts. Tout le code est mis en libre accès sur notre repository GitHub et on documente tout ça de manière la plus ouverte possible. Je parle aujourd'hui d'un projet de détection automatique des panneaux thermiques
un projet qui est toujours en cours. Nous avons démarré en avril 2021 à la demande ou au bénéfice du service de l'énergie et de l'environnement du canton de Neuchâtel qui vise à aider, donc à accompagner le service de l'énergie et de l'environnement du canton de Neuchâtel à consolider et puis maintenir à jour un inventaire des panneaux solaires thermiques installés dans les cantons afin de suivre dans les temps l'exploitation de l'énergie solaire pour des enjeux donc, que vous pouvez bien imaginer. Et la solution, la stratégie, la réponse, l'approche qui a été proposée par le SCDL s'appuie sur la détection automatique à partir de photos aériennes, ces photos étant déjà largement disponibles, comme nous avons eu l'occasion de le dire, par Deep Learning. Le Deep Learning est une sous-branche du Machine Learning, s'appuyant sur des réseaux de neurones profonds, d'où le terme Deep, profond. S'agissant de méthodes basées sur l'apprentissage, on verra comment ces approches sont différentes par rapport à d'autres moins sophistiquées où l'utilisateur, en l'occurrence le data scientist, devait ingénieriser, comme on dit, les features, les propriétés, les colonnes, disons, tributaires permettant de mener à bien ce genre de tâches. On verra comment on fait vraiment. Mais donc le deep learning est une technique, une technologie qui a ouvert la voie à tout un tas de tâches parfois aussi très très complexes, le traitement du texte, du son, mais aussi bien sûr des images, de la vidéo. Parmi les tâches en question, je dirais que la détection d'objets à partir d'images est parmi les tâches les plus accessibles et largement disponibles aujourd'hui. D'un point de vue historique, techniquement, c'est faisable depuis une vingtaine d'années, mais c'est depuis une petite dizaine d'années que nous avons des algorithmes performants, grâce notamment à l'utilisation des cartes graphiques. Donc, je disais, c'est une approche basée sur l'apprentissage. Cela veut dire que, donc en quelques mots, en fait, on cherche à faire en sorte, donc on prépare d'un point de vue très opérationnel, d'un point de vue donc, pragmatique, donc on prépare en termes de jeu des conditions, une configuration, donc un algorithme qui permet de faire en sorte qu'un automate, un robot, en dernière instance, en bout de code, puisse acquérir la compétence, l'habilité, la capacité de détecter, de repérer les objets ciblés, en l'occurrence des panneaux thermiques, à partir d'images. Donc pour ce faire, en entrée, on doit fournir une collection, un jeu, un ensemble d'images annotées, on dit aussi segmentées ou accompagnées par des étiquettes. Donc ce que vous voyez ici, l'étiquette panneau thermique qui va entourer, qui va informer l'algorithme de la présence d'un panneau thermique, donc il va préciser quels sont les pixels qui composent cet objet. Bien, ces images fournissent des exemples à suivre et l'IA, donc le socle basé sur l'intelligence artificielle, donc Deep Learning, apprend à faire la même chose, à faire la même tâche, à répliquer cette habilité. Donc, des exemples à suivre, des exemples aussi à ne pas suivre, donc on verra plus en particulier cet aspect. Une fois donc l'apprentissage terminé, on a à la sortie de ce processus un algorithme, un modèle dit donc, prédictif qui sera capable de détecter, en l'occurrence les panneaux thermiques, sur des images inconnues. Pour s'assurer que l'algorithme n'a pas appris par cœur, bien sûr qu'on gardera à côté, on mettra à côté une partie des images d'apprentissage qui ne participeront pas donc à l'entraînement, mais qui serviront de référence pour voir comment le modèle prédictif se comporterait sur des images n'ayant pas participé à l'apprentissage. Donc, on donne l'entrée des images qui permettent d'optimiser cet algorithme, ce modèle. Il y a, vous pouvez imaginer donc
un ensemble de paramètres numériques libres à déterminer, des inconnus. En l'occurrence, dans notre implémentation, il y avait un peu plus que 40 millions de paramètres libres. Grâce à un processus itératif, le modèle devient de plus en plus capable de repérer les objets ciblés. On va l'évaluer sur des images qui n'ont pas participé à l'apprentissage, donc on ne peut pas dire que le modèle aurait appris par cœur. Et une fois qu'on est satisfait des résultats, je vous présenterai un petit peu comment en fait on peut évaluer ces résultats, on pourra effectivement utiliser les modèles pour détecter des objets potentiellement inconnus. Dans le cadre de ce projet, nous avons pu utiliser un code que le STDL avait mis au point au préalable, afin de détecter des piscines. Nous avons pu, grâce à ce projet, généraliser ce code et aussi l'améliorer. Donc, vous voyez qu'il y a, donc nous avons aujourd'hui un framework plutôt donc, générique permettant la détection d'objets à partir de photos aériennes. En entrée, nous avons pu utiliser comme données trois jeux de données. Le premier est une base de données des installations déjà connues par les cantons de Neuchâtel, mais que nous n'avons pas pu utiliser comme un jeu de données vérité-terrain de référence, mais plutôt comme des enregistrements à confirmer. Donc, à l'issue, à la fin de ce processus, une fois un modèle optimisé, et même c'est une activité en cours, nous pouvons accompagner le canton de Neuchâtel dans la validation de ce jeu de données, de ces enregistrements. Grâce aux détections automatiques. Puis un jeu, bien sûr, d'images aériennes, en l'occurrence les orthophotos diffusées par Swiss Image. Et last but not least, comme on dit, les étiquettes. Donc en anglais, on dit labels. C'est-à-dire en fait une collection de polygones entourant des panneaux thermiques validés par des experts. Ces étiquettes sont issues d'un projet qui a été mené à bien par le Fachhochschule et l'Office fédéral de l'énergie en 2020. Et alors, nous avons pu utiliser effectivement ces données comme des données vérité-terrain, des données de référence. Les étiquettes en question recouvrent le canton d'Argovie. Ces étiquettes ont été d'abord vérifiées ultérieurement par l'équipe puis utilisées. En sachant aussi que dans le même jeu, on avait aussi des panneaux photovoltaïques et pas que des panneaux thermiques. Les étapes principales de cette approche sont grosso modo celles que vous voyez ici dans cette diapo. Donc on commence par une première étape, ou je dirais presque une étape zéro de définition d'une zone d'intérêt. En l'occurrence, le canton d'Argovie, sur lequel nous avons pu entraîner un modèle, puis les cantons de Neuchâtel pour la détection. Les données sont ensuite préparées, c'est-à-dire que la zone d'intérêt qui fait l'objet de l'étude est découpée en tuiles en suivant un système de tuilage reproductible et stable. On va générer les segmentations d'images, donc chaque tuile devient une image avec une certaine résolution. Et on accompagne chaque image par la précision des pixels composant les objets ciblés, comme je vous ai montré tout à l'heure. Par la suite, on entraîne le fameux réseau de neurones profonds, donc un ensemble donc on dirait, disons, une boîte noire, permettez de me dire que voilà, c'est un ensemble de paramètres libres, de coefficients numériques à déterminer, et grâce à la possibilité de minimiser donc l'erreur, donc de minimiser la valeur d'une fonction de coût, on dit comme cela, au fil des itérations, le réseau devient de plus en plus capable de réaliser la tâche qu'on lui demande, qu'on lui confie. Par la suite, on va produire des détections, à la fois sous les données d'apprentissage pour validation, pour vérification, pour pouvoir aussi améliorer le modèle et aussi sur les données, donc, en fin de compte, sur les images donc, qui feront l'objet d'une vraie détection d'objets potentiellement inconnus ou bien vérifiés, donc de données pas vérité-terrain. On va bien sûr évaluer les résultats et c'est grâce à cette évaluation qu'on aura très sûrement besoin d'itérer
de revoir à la fois la préparation des données, question de retirer du jeu d'apprentissage des tuiles, des images qui pourraient ne pas être pertinentes, voire en ajouter des nouvelles, pour entraîner, optimiser les paramètres, etc. Concernant l'évaluation des résultats, elle est double dans la mesure où il y a une première évaluation, voire des premières évaluations qui peuvent être effectuées de façon autonome par les data scientists sur les données d'apprentissage, donc les données dites de vérité terrain. Grâce à ces évaluations, on peut améliorer de plus en plus les modèles en suivant, donc, en essayant de maximiser certaines métriques expertes. En fin de compte, si on devait donner une note sample notre modèle, au modèle que nous avons aujourd'hui, les meilleurs que nous avons optimisés, on dirait 4,5 sur 5. Il y a en cours une évaluation experte par les experts métiers du canton de Neuchâtel qui permettra pas seulement d'évaluer la fiabilité du modèle, mais aussi d'évaluer la base de données connue au préalable. Comme je vous disais, il s'agit d'une base à confirmer. Voici donc un exemple de détection sur une zone limitée du canton de Neuchâtel, une zone de test. La grille, le grillage, le tuilage que vous voyez ici en blanc est le résultat du découpage, du tuilage dont je vous ai parlé, qui permet de traduire, donc, de sortir une image par tuile, de composer ce problème autrement complexe dans des tout petits problèmes, l'unité computationnelle étant liée à une image avec une certaine résolution, une certaine taille. Vous voyez ici en bas à droite un exemple de détection, donc un focus, un zoom sur une partie encore plus petite. Nous pouvons constater quelques panneaux thermiques proprement détectés, mais aussi un exemple de faux positif, donc une ombre qui est confondue avec un panneau thermique. Effectivement, il y a des subtilités qui sont liées à l'objet qui est ici ciblé, donc les panneaux thermiques, qui visuellement se confondent avec, bien sûr, des panneaux photovoltaïques, mais aussi des fenêtres des toits, des Velux, des atriums vitrés, des voitures aussi, on les voit ici dans un exemple. Donc, il y a des objets similaires qui peuvent piéger les non-experts. Eh bien, il y a aussi cette trompe parfois piégée par ces objets-là. Afin d'améliorer davantage le modèle, on pourra tester, une chose qu'on n'a pas encore faite, mais qui serait peut-être pertinente, donc tester une détection multiclasse dans laquelle ces différents objets qui peuvent être confondus avec des panneaux thermiques seraient quelque sorte légalisés. Donc on pourrait les introduire comme des classes de destination, des classes parmi lesquelles l'algorithme peut choisir. Et a priori, ce genre d'approche devrait limiter la chance d'avoir des fausses détections. Comme je vous disais, l'évaluation des détections par les experts métiers est en cours. Il y a une subtilité qui est liée à ce cas d'application en particulier, à cause du fait que donc, dans la base qui est connue par le canton de Neuchâtel à l'heure actuelle, il y a donc une dishomogénéité dans la façon dans laquelle les bâtiments sont géoréférencés. Donc parfois nous avons déjà des coordonnées géographiques explicites. Autrefois, on retrouve le bâtiment par l'identifiant égide, donc via le REGBL. Il y a donc des relations qui sont à confirmer entre les panneaux connus a priori, donc ici les points relatifs au bâtiment candidat en fonction des différentes stratégies de géolocalisation, et puis les panneaux détectés, donc les polygones et les surfaces ici en jaune. Il y a aussi des objets inconnus avec des relations qui ne peuvent pas donc être établies en raison d'une proximité avec ce qui est déjà connu. Donc là, il peut s'agir soit des panneaux thermiques, on l'espère bien, ou bien des faux positifs. Et donc, comme je vous disais, ça appartiendra au CP métier de nous orienter là-dessus. Donc, en conclusion, je vais donc récapituler ce que nous avons appris et dit par rapport à ce projet. On peut dire que oui, la télédétection de panneaux thermiques est bien possible, pourvu qu'on dispose de bonnes, voire très bonnes données d'apprentissage, les fameux donc, exemples à suivre ou pas suivre.
La collaboration avec les métiers reste essentielle. On attend, donc on a hâte de découvrir le retour que nous aura partagé afin de pouvoir améliorer ultérieurement les modèles. Il y a des opportunités qui sont clairement à saisir. La détection pourrait être rejouée lors de nouvelles acquisitions de photos aériennes afin de suivre l'évolution dans les temps. La détection est nativement surfacique, ce qui nous permet de estimer les potentiels solaires exprimés. Et puis, en combinant les orthophotos avec des données lidar, on pourra aussi détecter l'orientation des panneaux et voir si jamais il y a quelques installations qui n'est pas parfaitement optimale. À venir, donc le même projet sera répliqué prochainement sur les cantons de Genève. Donc détection de panneaux thermiques sur les cantons de Genève. Et puis, on s'attaquera aussi à la tâche de détection d'autres objets, comme par exemple les modules externes des climatisations. Si on regarde, voilà, si on prend une image, alors voilà, c'est une image, une composite du Grand Genève pour l'année 2014, pour l'été 2014. Hein. On voit 2014 a été une année assez moyenne, relativement pluvieuse même pendant les mois d'été. Et on voit que la végétation apparaît très verte, hein, donc elle est bien vigoureuse. Si on compare à 2018, où on a une année bien plus chaude et bien plus sèche, on voit, hein, si je reviens en arrière, vous voyez déjà que la végétation, on voit l'image qui se brunit un petit peu. Et on se souvient probablement toutes et tous de la terrible vague de chaleur de 2003, où là, je pense que j'ai même plus besoin de donner d'explication. On voit très clairement que la végétation est très asséchée. Hein. Donc ça, c'est l'interprétation visuelle qu'on peut faire à partir de ces images satellites. On peut aller un petit peu plus loin. On peut utiliser un algorithme qui s'appelle le fractional cover, qui en fait, pour chaque pixel, essaye d'estimer la fraction de végétation qui est photosynthétiquement active et codée en verte, donc c'est la végétation qui est saine, la végétation qui est inactive, hein, qui est plutôt codée en bleu, donc c'est la végétation en général morte, et les sols nus, alors c'est en général le bâti, voire des fois des zones agricoles, hein, relativement compactes, qui est codé en rouge. Alors là, de nouveau, on a l'image pour la même période en 2014. Là, on voit déjà en 2018, pendant la vague de chaleur, qu'il y a un peu plus de bleu qui apparaît, donc plus de végétation morte. Et là, on peut quantifier la surface de végétation morte. Et là, vous voyez que, de nouveau, je pense qu'il n'y a pas besoin de parler beaucoup pour voir très clairement l'impact sur la végétation de cette vague de chaleur. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'en télédétection, il y a un indice qui s'appelle le NDWI, donc c'est l'indice de contenu en eau normalisé. Ça nous donne une estimation finalement du contenu en eau de la végétation à la surface de la canopée. Et là, ce qu'on a fait, on a généré la série temporelle annuelle, alors la moyenne annuelle pour chaque pixel, et on a fait aussi par saison cette série temporelle. Alors là, vous avez l'image en 2014, et si on compare directement avec 2003, vous voyez qu'à l'échelle nationale, de nouveau, hein, plus c'est bleu, plus il y a d'eau, plus c'est rouge, moins il y a d'eau. Hein, donc on voit très clairement ces zones impactées. Et si on zoome sur Genève, donc voilà la situation en 2014 et voilà la situation en 2003. Donc là aussi, on pourrait faire l'estimation des surfaces impactées à l'échelle du canton. On voit finalement assez clairement que les zones qui ont le moins souffert, c'est peut-être les zones forestières, les grandes forêts, mais après toute la zone agricole en particulier a passablement souffert de cette vague de chaleur. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé cette série temporelle, et ça c'est le grand avantage qu'on a avec ces données, c'est qu'on peut voir l'aspect spatial, mais on peut aussi voir l'aspect temporel. On a regardé la tendance de cette moyenne à l'échelle nationale sur ces 35 dernières années. Et on voit assez clairement, quand même, malgré tout, que la tendance est à l'assèchement. On voit que la pente est négative. C'est faible, mais c'est continu. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et on voit très bien, par exemple, hein, le pic, le creux qui est autour de 2003, on détecte les événements majeurs sont passablement bien détectés avec cette technique. Et ce qu'on a fait, c'est qu'après, on a désagrégé cette information statistique par zone biogéographique, les 6 grandes zones à travers la Suisse pour voir un petit peu la sensibilité ensuite de ces zones. Et ce qui apparaît assez clairement, c'est qu'effectivement,
les Alpes ont un déclin qui est plus rapide, donc sont plus sensibles finalement à ces changements de conditions, hein, que le Jura. On voit que le Jura, le trend est peut-être un petit peu positif, hein, donc là aussi, on est en train aussi d'essayer de mieux comprendre ce qui se passe par le Jura, mais on peut caractériser un peu mieux ces zones et on voit typiquement que le versant, le plateau aussi a été relativement bien impacté par ces zones-là. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des séries temporelles, donc on peut les rendre aussi, faire un rendu cartographique et voir un petit peu l'évolution à travers les saisons et voir un petit peu cette tendance malgré tout à l'assèchement et voir que finalement, le mois qui est peut-être le plus représentatif ou le plus sensible, c'est les périodes, pardon, c'est l'automne. On voit malgré tout une tendance à l'assèchement assez marquée qui commence à apparaître. Et ce qu'on a fait, parce qu'on se dit que voilà, ces informations, on doit les agréger d'une façon pertinente aussi pour le décisionnaire. On a développé on est en train de développer, on a développé, on continue le développement d'un dashboard où on peut faire le suivi de cette tendance par zone biogéographique. Alors là, vous avez un simple exemple de ce que ça pourrait donner, hein, de ce service, mais on peut le faire aussi par canton. On a aussi les statistiques, vu qu'on a les valeurs par pixel. Après, agrégé par canton, par zone biogéographique ou par niveau national, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Et là, bah voilà, la tendance pour Genève sur ces 35 dernières années, hein, on voit très clairement là aussi que la tendance est à l'assèchement de la végétation. Donc ça nous donne, voilà, en tout cas, un outil qui nous permet déjà d'avoir une information qui peut être utile et basée sur des observations, donc basée sur finalement des évidences. Alors en conclusion, désolé, ma slide, elle a changé de format. Désolé pour ce petit couac. Mais donc voilà, en conclusion, la tendance est faible mais lente à l'échelle du pays et en particulier à basse et moyenne altitude. Ce qu'on a fait aussi, c'est que je n'ai pas montré, mais on a fait des corrélations avec des indicateurs climatiques, température et précipitation, et des indicateurs d'altitude aussi pour voir quelles sont les zones les plus sensibles. Les régions alpines sont clairement plus sensibles que les autres zones. Cet indicateur voilà, fonctionne relativement bien. Il est principalement corrélé avec les températures, moins avec les précipitations, ce qui est explicable parce que les patterns de précipitation sont beaucoup plus difficiles à évaluer. Donc là, voilà, c'est assez clair que la température drive la sécheresse à ce niveau-là. Ces données satellitaires, conjointement avec des données aussi acquises sur le terrain, hein, que ce soit par des réseaux de senseurs ou des réseaux d'observation du territoire suisse. C'est une base précieuse pour amener de l'information spatialement explicite à l'échelle nationale sur le suivi écologique de la végétation à nos décideurs. Et d'autres composantes telles que les changements de couverture du sol et l'évapotranspiration pourraient être aussi des éléments pour une future étude à tenir compte pour encore mieux caractériser la variabilité de cet indice et encore mieux comprendre l'évolution, le statut écologique de la végétation à l'échelle nationale. Rapidement, un petit peu pour vous présenter cette plateforme, le problème initial que l'on a cherché à résoudre, c'est, comme vous le savez certainement, la massivité et le problème que pose la massivité des données géographiques. Donc, la plateforme a implémenté une stratégie d'indexation qui permet de rendre les très gros volumes de données géographiques accessibles et de transformer ce problème de la massivité en quelque chose qui devient un outil, une donnée qui est au service de celui qui en a besoin. Et avec des collaborations, notamment avec Cadastre Suisse, nous avons pu étendre les capacités d'indexation de la plateforme des nuages de points initialement, mais aussi vers les modèles en vecteur, comme vous avez ici le Cadastre Suisse qui a pu être injecté entièrement dans la plateforme et qui de la même manière devient quelque chose qui est entièrement mis au service des gens qui doivent analyser et utiliser ces données. Évidemment, comme produit assez naturel que l'on obtient, vu que toutes ces données sont dans un framework unique, on arrive d'une part à les mettre en perspective les unes des autres, donc on arrive à calculer ce qu'on pourrait appeler des modèles mixtes. Donc vous avez ici quelques exemples, le cadastre est mis en perspective avec le modèle 3D des bâtiments de la ville de La Chaux-de-Fonds, ou alors par exemple avec le LIDAR, et on arrive vraiment à faire communiquer toutes ces données dans un framework unique et les mettre réellement en perspective les unes des autres.
Et évidemment, une question qui a déjà été largement abordée ici dans ces différentes présentations, c'est la question du temps. Et cette question s'est posée assez rapidement dans ces questions d'indexation de la donnée, où on a très rapidement dans la plateforme cherché à pouvoir aussi indexer des données non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps, étant donné que quand on a par exemple comme ici un modèle LIDAR, c'est quelque chose qui va devoir être recalculé régulièrement pour qu'il soit toujours représentatif et à jour par rapport à la réalité qu'il décrit. Et évidemment, le fait d'avoir le temps inclus dans ce formalisme d'indexation, mais aussi d'avoir toutes ces données qui se communiquent les unes avec les autres, on peut faire des opérations assez intéressantes. Donc, si on prend par exemple ici le cas du cadastre sur le canton de Turgovie, vous avez ici deux versions temporelles différentes. Donc, elles sont très proches l'une de l'autre d'un point de vue temporel. Et quand on les regarde comme ça, finalement, il est assez difficile d'en dire quoi que ce soit. On a l'impression que c'est exactement la même donnée. Mais avec cette plateforme et la capacité qu'elle a à gérer ce volume de données, on peut justement calculer des opérateurs différentiels qui vont calculer ce qu'on pourrait appeler des dérivés temporels du cadastre et obtenir ce genre de représentation où on voit que les zones qui s'allument sur cette représentation sont typiquement ce qui a changé entre les deux genres de données. Donc on est là sur un modèle qui ne retranscrit pas la géographie, mais l'évolution de la géographie. Donc on est vraiment au niveau de la dérivée temporelle et qui nous permet justement de guider l'utilisateur qui serait intéressé non pas par la donnée, mais par son évolution. Évidemment, on peut changer d'échelle à la fois dans le temps et dans l'espace. Vous avez ici la dérivée temporelle du cadastre sur l'ensemble du canton de Genève. Et cette fois-ci, on a comparé deux modèles qui sont séparés de 2 ans, où on voit que la quantité de travail qui a été fait sur le cadastre est massive et colossale. Mais on voit aussi que ce genre de représentation nous attire notre œil sur certaines zones qui sont surreprésentées en termes des différences qu'elles montrent. Et on peut en fait mettre en lumière que ces zones sont le résultat de corrections du cadre de référence qui ont été appliquées entre ces deux versions temporelles. Et même un œil non expert est capable de repérer, de voir ces éléments. Et bien évidemment, on peut continuer à zoomer et aller regarder chaque différence individuellement pour réellement comprendre dans le détail comment le cadastre évolue. Et évidemment, la question du temps est réellement pertinente de ce point de vue-là, spécialement dans le cadastre qui est un modèle extrêmement vivant. Évidemment, on peut... Ouais. Merci. On peut aussi généraliser ce concept de dérivée temporelle à d'autres types de données que la plateforme prend en charge. Et vous avez ici un exemple d'un modèle de différence qui est calculé sur le LIDAR. Alors sur le LIDAR, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des problèmes de sampling et d'échantillonnage. Mais on arrive quand même à calculer des représentations qui permettent de guider l'utilisateur vers ce qui a changé et de comprendre plus l'évolution de la data plus que la data elle-même et qui rend justement cette question du temps très prépondérante et très intéressante étant donné la richesse de l'information à laquelle elle permet d'accéder. Je passe maintenant la parole à Udiel qui va vous parler de cette catalyse entre le Swiss Data Cube et le STDL. Merci Nils. Ouais, juste pour regarder à nouveau sur la plateforme, on peut penser de différentes manières de collaboration avec les Swiss Data Cube dans la plateforme. Et on peut penser surtout sur la possibilité des défis que les Swiss Data Cube a et qu'on peut répondre avec des qualités qu'il a et la fonctionnalité que la plateforme a. La première chose qu'on a, c'est que Nils vient d'expliquer sur la possibilité de big data dans la fonction de temps et aussi de l'espace et les deux ensemble. La navigation 4D spécialement, qu'on va regarder dans un vidéo, et aussi cette possibilité de détecter la différence sur le temps. Ici, on a une vidéo qui c'est le glacier du Rhône que Grégory vient de démontrer un peu. Ces images sont des images avec un band infrarouge qui vont de 1984 à 2020. La première chose qu'on peut regarder, c'est... Tu peux faire full screen. La première chose qu'on peut regarder, c'est ces simples changements. On peut regarder la neige, et spécialement la formation d'un lac ou d'une moraine dans cette image. Ça, c'est qu'on peut simplement faire dans un cycle. Ça, c'est très facile. Mais qu'est-ce qu'il y en a aussi dans la plateforme? C'est la possibilité donc, de naviguer sur l'espace, que vous regardez ici, en faire un simple zooming. Mais ce qu'on peut faire, c'est quand on change l'espace, on change le temps aussi. On peut regarder que les images en changement, la neige, la formation du lac, la partie rouge, là, ça change aussi. Et ça, c'est très intéressant aussi dans la plateforme. On fait vraiment une navigation 4D. Et ça, ce qui est aussi intéressant, c'est pour regarder
les petites différences dans les niveaux de détail, différentes échelles. Donc, si on a un point qu'on a besoin de vérifier au niveau des détails, on peut faire cette analyse de détection des différences très bien aussi. Vous pouvez regarder les vidéos avec plus d'attention après. Ça sera disponible dans notre website. Mais ça, c'est l'idée en général. Je voulais aussi vous donner une perspective sur la suite. Donc, on a souhaité là et on a mis beaucoup de contenu, mais l'idée était de vous montrer un peu ce qui se passe et les projets sur lesquels on travaille. On a la chance maintenant d'avoir deux nouveaux projets extrêmement intéressants et enthousiasmants sur lesquels on va travailler ces prochains temps, également avec l'équipe de Grégory. La première, c'est l'inventaire des arbres isolés. Donc, il y a un enjeu à répertorier et à voir où sont les arbres et puis planifier le futur finalement, parce qu'on sait que les arbres, notamment en ville, sont importants pour les îlots de chaleur, pour absorber le CO2. Et si on prend par exemple le canton de Genève, il y a plus de 500 000 arbres et ils ont mis 20 ans pour répertorier la moitié. Donc ils sont à 250 000 arbres répertoriés. Si on pense aux explications d'Alessandro avant sur justement d'avoir la vérité terrain, c'est évidemment quelque chose de très intéressant d'avoir cet inventaire pour pouvoir ensuite essayer à travers du machine learning et d'autres techniques de pouvoir aller plus loin. Et puis, évidemment, là, l'enjeu qui nous a été posé par le service des forêts du canton de Genève, mais évidemment d'autres cantons, notamment Neuchâtel, avec qui on est en discussion, sont intéressés, c'est de voir comment on peut, par la suite, automatiser cet inventaire et puis arriver à inventorier en moins de 20 ans le reste des 500 000 arbres. Et puis, ce qui va être aussi extrêmement intéressant, c'est qu'on procède comme on a procédé dans le cas de l'OFS, c'est-à-dire qu'on va aller sur une zone pilote. Et en l'occurrence, là, on a pris une zone de test où on va faire un proof of concept sur Genève, où on a fait l'acquisition de données LIDAR haute densité. On parle de 200 points par mètre carré. Puis on va voir ce qui est possible de faire, quel type de qualité on peut obtenir sur la base de données LIDAR. Dans un deuxième temps, après l'été, on va aussi commencer à travailler sur des données hyperspectrales. Et puis là, le canton de Genève, en l'occurrence le service des forêts, est en train d'organiser un vol pour pouvoir obtenir des données hyperspectrales sur la base de APAC, qui est une solution développée en partie par l'université de Zurich avec une entreprise pour acquérir ces nouvelles données. Donc ça, c'est un pan ouvert de développement. Un deuxième pan qu'on va attaquer, c'est l'évolution des sites d'extraction de matières premières. Donc il y a un enjeu majeur à échelle mondiale, mais aussi en Suisse, de voir où sont les flux de matières premières, est-ce qu'on en a suffisamment, notamment du béton et autres pour la construction. Et puis là encore, on pense que la data science peut rendre le travail plus efficace et puis le suivi qui permettra ensuite aux autorités, en l'occurrence cantonales, de pouvoir prendre les bons choix et les bonnes décisions pour ouvrir et permettre d'avoir des nouveaux sites d'extraction ou alors d'en fermer ou de les réduire. Donc ça, c'est un deuxième champ sur lequel on va travailler les prochains mois. En guise de conclusion, finalement, si je dois résumer ce Suisse Territorial Data Lab, on est à la fois un projet de co-création, c'est-à-dire qu'on est prêt à inviter, on a 7 partenaires initiaux que je vous ai présentés au départ, mais on est tout à fait ouvert à étendre cette collaboration et notamment pour les autres cantons qui souhaitent s'approprier et utiliser ce qu'on fait. Vous l'avez bien compris, on commence sur les cantons qui sont Genève, Neuchâtel et Thurgovie, mais évidemment que les problèmes qu'on adresse peuvent aussi être utilisés et adressés dans d'autres cantons. On travaille en mode d'espace d'expérimentation, c'est-à-dire aussi que, contrairement à certains projets, notamment dans les administrations publiques, où on n'a pas le droit de se tromper, dans le cadre du DSTDL, on peut se tromper, on peut rater, on est là pour explorer, puis si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, on aura aussi appris, et puis on partagera les learnings de l'apprentissage. Et puis, une des missions claires du fait du financement par l'INDG, c'est clairement la volonté de répliquer. Donc, si vous avez des projets ou des idées en cours, n'hésitez pas à venir vers nous. Nous, toutes bonnes idées ou problèmes complexes à régler, on est très ouvert à les adresser. Et puis également, si vous voulez utiliser, vous approprier ce qu'on a développé, la plateforme 4D que Niels et Uriel a
vous a présenté. Vous êtes aussi les bienvenus pour qu'on puisse en discuter et puis faire un transfert technologique si besoin de ce qui a été fait.